Ma famille, c'est une famille spéciale dans laquelle je me sens inexistante, disons comme un objet que l'on pose là. Mes parents ont des relations sexuelles devant moi, ça les gêne pas du tout, je suis là et ils ne font pas attention à moi. Je crois que c'est un préalable à l'inceste en fait. Déjà avant que l'acte se pose, il y a tout un contexte où l'enfant n'existe pas. Comme beaucoup de prédateurs, mon père a utilisé le jeu pour m'agresser. C'était dans la baignoire et il y avait son pénis qui dépassait de la mousse et il m'a demandé d'essayer de l'attraper. Ce qui l'a forcément sexuellement excité et jusqu'au moment où il s'est levé, il m'a sorti de la baignoire, il m'a mise à quatre pattes et il s'est frotté sur moi jusqu'à éjaculer. J'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Et voilà, ça s'est reproduit de nombreuses fois. Mon père prenait toujours des précautions pour ne pas laisser de traces. Il mettait des serviettes d'abord sur le lit. Il savait que ce qu'il faisait était interdit. Ce n'était pas un malade. En fait, ma vie après, et pendant ces violences, ça a été comme ferait tout un enfant, hein, c'est d'appeler au secours. J'ai utilisé les moyens qui étaient à ma portée. C'est-à-dire que j'ai utilisé mon corps en me remettant à faire pipi au lit, en ayant des problèmes respiratoires vraiment suffisamment graves pour qu'on m'envoie en cure. Je me suis mise à fumer, je me suis mise à voler, ça c'était comportemental. Je me suis mise à voler de l'argent dans le porte-monnaie de ma mère, mais aussi dans la caisse du magasin de mes parents. J'ai à peu près tout essayé et rien n'a marché. C'est-à-dire que c'était incroyable, je n'existais toujours pas quoi que je fasse. Ma petite sœur est arrivée, j'avais 6 ans et quelques mois. Ma mère me l'a donnée et m'a demandé de la prendre en charge immédiatement. Elle l'a posée sur le lit, elle m'a dit change-lui sa couche. Et à partir de ce jour-là, je suis devenue un peu la mère de ma sœur. Et ça, c'est une autre caractéristique des familles incestueuses, tout est à l'envers. J'étais la mère de ma sœur, j'étais la confidente de mon père et la femme de mon père. Et dans tout ça, finalement, la grande absente, c'était ma mère. Et pourtant, c'était pas faute d'essayer d'attirer son attention, puisque j'utilisais des choses d'enfant très, très simples. Je lui demandais de me coiffer, j'allais la voir le soir pour lui demander si mon pyjama était bien dans le bon sens. Mais à chaque fois, c'était comme si je l'ennuyais. Donc, elle ne me prenait jamais dans ses bras, elle ne me disait jamais je t'aime. J'étais parfaitement inexistante pour elle. Mon père se met à vivre avec 2 femmes, effectivement. Un jour, il rencontre une jeune femme et il la ramène à la maison. Il l'a fait travailler dans l'entreprise familiale et puis il l'a fait coucher dans le lit familial. Et moi, je me retrouve d'un seul coup avec 2 mamans. L'une donc complètement indifférente, ma mère, et l'autre très attentive avec moi, qui me fait des super chignons parce que j'avais des beaux cheveux de petite fille qui joue avec moi et qui s'occupe de moi. Et la situation m'allait très bien. D'autant que pendant ce temps-là, mon père me laissait tranquille. Hein. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, en fait, cette situation. Hein. Mon père étant un homme très violent, un jour,
Par jalousie, il s'en est pris à ces 2 femmes avec un fusil. Il leur a couru après en voulant les tuer. Moi, j'étais tétanisée dans ma chambre. Et d'un seul coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Mon père est parti avec cette femme. Et moi, je vais d'abord me retrouver seule avec ma mère et ma sœur. Et ça va continuer comme avant, en fait, pour elle. C'est-à-dire que je vais avoir la charge de ma sœur et ma mère, elle va vivre sa vie. Donc elle part, elle me laisse de l'argent sur la table. Et à 9 ans, je dois aller chercher ma sœur à l'école, lui faire ses devoirs, acheter à manger, lui faire à manger, l'éduquer. Ma mère est absente pendant parfois plusieurs jours. Et donc mon père, lui, entreprend de me dire viens, moi j'ai reconstruit une famille, ce sera pas pareil, ta mère elle t'aime pas, etc. Donc je finis par céder à ses louanges, d'autant que phénomène du déni, comme on dit, c'est-à-dire le déni c'est un système qui fait qu'on oublie ce qui s'est passé. Et moi à cette époque-là j'ai tout oublié. Eh bien, je retourne avec mon père. Voilà, ce phénomène du déni, ça peut durer la vie entière. On peut en sortir, on peut ne pas en sortir, mais en fait, c'est un système de protection. Donc moi, je m'étais protégée comme ça. Donc je suis retournée avec mon père et avec sa nouvelle compagne et ses enfants. Je vais retourner vivre avec mon père, avec la bénédiction du juge, avec une enquête sociale que mon père va manipuler très facilement parce que c'est un grand manipulateur et comme il me le dit à ce moment-là, tu vas voir l'assistante sociale, je vais la retourner. Et effectivement, quand elle part, elle dit mais quel merveilleux foyer. Et en revanche, le merveilleux foyer ne va pas tenir très longtemps parce qu'avec les femmes, mon père, ça ne dure pas très longtemps parce que c'est un homme violent, colérique. Et donc, cette femme-là, elle va partir avec ses enfants. Elle va partir et là, je vais me retrouver seule avec mon père. Et mon père va profiter de ce moment où je suis seule avec lui pour faire tout un travail de sape contre ma mère, de manière à m'isoler totalement, que je ne puisse me replier vers personne. Donc il me montrera les saisies sur salaire que fait ma mère pour la pension alimentaire. Il me dira tu vois si on peut pas manger c'est à cause d'elle, etc. Et j'en arrive à haïr ma mère. Déjà que c'était déjà un peu limite avec elle, mais alors là je commence à la haïr et je ne veux donc plus aller la voir. Et à partir de ce moment-là, mon père a le champ libre pour faire ce qu'il veut. Donc alors là, il va passer carrément au viol. Quelques mois plus tard, il m'emmène dans des soirées échangistes. J'ai 12 ans à peu près. La nuit, boulevard des Maréchaux, il me prostitue. Ça va durer bien facilement 2 ans. Et je vais me mettre à avoir 2 vies, en fait, une vie nocturne et une vie diurne, ce qui pour mon organisme n'est pas tenable pendant longtemps. Donc je me mets à m'évanouir à droite à gauche, je dors sur les tables à l'école. Bien sûr, on va convoquer mon père et il dira « mais laissez-la dormir, vous savez, elle est très malade, elle a un traitement très lourd, il ne faut pas l'empêcher de dormir ». Ces soirées, en fait, sont pour moi, ces soirées échangistes sont pour moi, même si elles sont très très difficiles à vivre, elles sont pour moi une échappatoire à mon père. Quand je suis là, eh bien, je sais que ce soir-là, je ne coucherai pas avec mon père. Et je préfère 10 millions de fois passer une soirée comme ça que de coucher avec mon père, ce qui m'est intolérable. Donc parfois même c'est moi qui vais provoquer les sorties.
Parce que je ne le supporte pas. Bon, mais je ne peux pas lui dire. Parce qu'il est violent, parce que j'ai peur pour ma vie. Avec cet homme qui a des armes blanches, qui a des pistolets, des fusils, et qui me menace. De 12 à 14 ans, effectivement, on peut ne pas ressembler à une femme de 18 ans. Simplement, moi, j'étais déjà grande. Je faisais presque 1m70. Mon père m'avait acheté du maquillage. Il m'avait acheté des vêtements de soirée, en fait toute la panoplie pour sortir. J'avais des talons, je pouvais faire illusion. En tout cas, je faisais illusion dans les cinémas porno où il m'emmenait, je faisais illusion partout. Et j'ai des photos où effectivement, il y a peut-être, parce que je vivais des choses difficiles, il y a déjà une maturité dans mon regard qui peut tromper. Maintenant, certains s'en sont peut-être pas aperçus, d'autres s'en sont peut-être aperçus. Moi, ça m'est complètement égal. Et la première personne à qui j'en parlerai, c'est une copine d'école, de classe, qui ne va rien comprendre, en fait, qui ne va pas mesurer du tout ce que je vais lui dire. Donc, faut savoir qu'à l'époque, le 119, ça n'existe pas. Et quand je lui dis ça, elle me dit, bon, bah, suite au prochain épisode. Donc, ça va pas plus loin que ça. Et c'est seulement une adulte qui s'apercevra de quelque chose, c'est ma voisine. Elle s'apercevra de mon état, elle aura des doutes, et elle me questionnera. Et elle le fera comme il faut faire avec les enfants, c'est-à-dire il faut poser les questions directement, et c'est ce qu'elle fait. Elle me dit voilà, je te vois comme si triste, tu me dis tout le temps que tu en as marre de vivre, etc. C'est pas normal pour une petite fille de ton âge. Il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que ton père te fait des choses? Voilà, elle me pose la question et elle me harcèle jusqu'à ce que je réponde. Donc là, je vais lui répondre, je vais tout lui dire. Et je vais aussi lui demander de garder le silence. Comme beaucoup d'enfants, j'ai peur. Et je demande le silence parce que si on parle, si quelque chose se sait, pour moi, mon père, il va me tuer. Tout simplement, il va me tuer. Ce qu'elle fera, jusqu'au moment où moi, j'aurai le courage de partir et où elle informera ma mère. Alors ma mère se remarie, je vis en famille avec ma mère et mon beau-père. Mon beau-père va pas trop tarder pour me faire la même chose que mon père, c'est-à-dire qu'il va m'abuser, mais enfin non, pas m'abuser, j'aime pas ce mot. Il va me violenter d'une autre manière, il va s'y prendre autrement, mais c'est ce qu'il va faire. Il va me mettre enceinte, il va me dire de dire que c'était un autre garçon, alors que je n'avais pas de petit copain. Et ma mère m'emmènera avorter. Voilà dans quel contexte je me retrouve. Parfois, ma mère est dans le lit quand tout ça se produit, et elle a beau me dire qu'elle ne savait rien, ni pour l'un ni pour l'autre, je ne la crois pas. Aujourd'hui, ça m'importe peu parce que ma mère n'est plus ma mère. J'ai fait le deuil de ma mère, j'ai fait le deuil de mon père. C'est ça, se rétablir de l'inceste. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais aujourd'hui j'ai 44 ans et c'est ce chemin-là que j'ai fait. Et donc, à partir de là, je me rends compte que je suis vraiment toute seule et qu'il faut que j'avance toute seule. Ça a commencé déjà bien avant, mais je vais accumuler les uns après les autres tous les symptômes des survivants de l'inceste. Anorexie, boulimie, hypersexualité, tabagie, toxicomanie, et je vais replonger dans la prostitution.
ça ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je suis malade. Aujourd'hui encore, j'ai une maladie qui se soigne mais se guérit pas et qui me vient de l'inceste, où je vais devoir me prendre des médicaments toute ma vie. Voilà. Je fais 2 tentatives de suicide pendant mon adolescence. Ce qui est courant chez les victimes d'inceste. Je l'ai appris après. Hein. J'aurais aimé à cet âge-là rencontrer d'autres victimes. J'aurais su que j'étais pas folle. Mais à ce moment-là, ben, moi je suis seule. Je suis seule dans le brouillard et j'avance comme je peux avec ces symptômes qui arrivent tout seuls. Je sais pas quoi faire avec. Et donc après cette crise d'automutilation, donc mon médecin me dit mais non là, faut aller voir un psy quoi. Alors je suis au début de ma carrière professionnelle, je travaille depuis 3 ans. Évidemment, parce que je cherche des échappatoires partout, donc le travail, c'est formidable, je travaille 80 heures par semaine, là, je peux complètement tout oublier. Je suis promue, mais bon, à un moment donné, ça tient plus, quoi. Je ne tiens plus. Tout se passait bien pour moi dans mon travail, mais je donnais à voir quelqu'un de bien dans sa peau, etc. Mais à l'intérieur, j'étais en miettes. Et je commençais déjà à vivre la nuit. Au moment où je me prostitue, je ne comprends rien à ce que je fais. Je gagne beaucoup d'argent parce que je me prostitue pas dans la rue, je me prostitue dans des clubs chics, dont l'un a fait couler beaucoup d'encre il y a quelque temps. Le Baron ? Le Baron, oui. Et donc, j'ai beaucoup d'argent et il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que cet argent, en fait, je le mets dans une boîte à chaussures et quand la boîte est pleine, je vais acheter des bons porteurs anonymes. Donc, je me dis que bon, je fais pas ça pour l'argent finalement et j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais ça. Je sais qu'à chaque fois, je suis pas bien, ça ne me plaît pas de faire ça, mais il y a quelque chose qui me nourrit là-dedans. Et c'est bien des années plus tard, en fait, que je comprendrai que ce qui me nourrit là-dedans, c'est la drogue des victimes d'inceste. On est tous pareils, toutes pareilles, hommes et femmes. On est drogués au contrôle. Parce que quand on était enfant, on maîtrisait rien. On nous prenait comme des objets. On nous utilisait, on nous jetait. On était des victimes impuissantes. Et après, tout ce qu'on veut faire, c'est ne plus être une victime impuissante, c'est de devenir quelqu'un justement, qui a le contrôle sur sa vie. Et quelque part, j'ai compris que je voulais reprendre le contrôle sur les hommes par la prostitution, puisque je vendais mon corps, entre guillemets, mais je vendais mon temps surtout. C'est-à-dire qu'avec beaucoup d'entre eux, je n'avais pas de rapport sexuel. Je les accompagnais et je me vendais à la nuit, je me vendais à l'heure. Et si j'avais pas envie de rester, je ne restais pas. Donc, je reprenais le contrôle. Et ce contrôle, j'ai appris après, j'ai vu en parlant avec d'autres survivants que le contrôle, c'est une drogue, mais qui nous détruit aussi. Après, on veut reprendre le contrôle sur la nourriture et on devient anorexique. On veut reprendre le contrôle dans tous les domaines de notre vie. Et puis on ne vit plus. Enfin, ça, j'ai appris ça bien après. Donc la prostitution, c'était une forme de reprise de contrôle en fait. Je vais voir ce psy. Voilà, je vais voir ce médecin et tout de suite, je me dis bon, ça va, il me plaît pas, on va pouvoir bien travailler ensemble. Et ce qui est curieux symboliquement, c'est que le jour où j'ai rencontré ce médecin,
le soir même, je suis tombée enceinte de mon fils. Ce que j'ai compris plus tard, c'est que ce jour-là, je m'étais donné une raison de vivre et les moyens de survivre avec cette thérapie que je vais mener pendant 4 ans avec ce médecin. Formidable, quelqu'un d'humain, d'extraordinaire, voilà, il m'a tenu à bout de bras et je crois que je ne serais pas là sans lui. Je ne serais pas là sans mon fils non plus. Et là, je vais travailler beaucoup en séance et très rapidement en fait, je ressens des sentiments pour cet homme. Et ma grande question, c'est est-ce que c'est pas un transfert que je suis en train de faire? Est-ce que ces sentiments sont réels? Voilà. Et lui, quelques années plus tard, au bout de la fin de 4e année, me dira, mais je sais déjà, moi, dans ses yeux, je sais que lui, il a des sentiments pour moi. Je le vois. Mais on n'en parle jamais. Et ma thérapie arrive à sa fin, en fait. Et donc, lui me déclare ses sentiments. Et là, on va apprendre à se connaître. On va arrêter la thérapie, on va apprendre à se connaître pendant plusieurs mois. Et il faudra plusieurs mois, en fait, pour qu'on ait des relations intimes. Et cette relation, elle va durer quelques années. Et ça va être les plus belles années de ma vie. Pour me reconstruire, en fait, c'est dans les moments les plus difficiles que j'ai fait les plus grands rebonds pour me reconstruire. D'abord, dans le deuil de mon père, j'ai fait une dépression et j'étais à l'époque avec un homme. J'étais avec un homme alcoolique. Ma mère était avec un homme alcoolique, ma sœur était avec un homme alcoolique. C'est assez curieux parce que il y avait une fusion entre ma mère et moi et ma sœur dont il a été très difficile de se séparer, en fait. Voilà. Et donc, j'ai cherché de l'aide sur Internet auprès de proches d'alcooliques. Et là, on m'a parlé de codépendance. Alors, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, la codépendance? Je bois pas, moi. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et donc, il y a des proches d'alcooliques qui m'ont expliqué que cette codépendance était être dépendant d'une personne elle-même dépendante. C'était une bonne façon de se fuir. Et je me suis dit, voilà encore un symptôme de l'inceste. J'ai lu des livres, je me suis aperçue qu'il existait des groupes pour les victimes d'inceste, un peu sur le mode des alcooliques anonymes. Et j'y suis allée, et là, c'était à 35 ans. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu et j'ai parlé à des victimes d'inceste, survivantes d'inceste en 3D. Et ça a été une révélation complète. C'est-à-dire que, j'ai réalisé que tout ce que j'avais subi, c'était pas de ma faute, que je n'étais pas folle, et que finalement, tout ça était lié à l'inceste. Jamais je n'avais relié tout ça à l'inceste. C'était la première fois. Aussi curieux que ça puisse paraître. Après, je me suis aperçue que la société faisait pareil. On ne relie jamais. 50% des victimes sont anorexiques. Non, 50% des anorexiques sont victimes d'inceste. On ne va jamais relier l'anorexie à l'inceste. Jamais. Donc, pourquoi l'aurais-je fait, moi? J'ai été anorexique, j'ai été boulimique, tout ça. Bon.
Et en rencontrant donc ces victimes, eh bien, je me suis dit mais il faut faire quelque chose. Il n'y a rien en France pour nous aider, quoi. On est vraiment livrés à nous-mêmes. 70 à 80% des agresseurs sont de la même famille. Voilà, donc ça encombre les cours d'assises, ça encombre les cours correctionnels. Et il n'y a toujours pas de prise de conscience, en fait, de ce fléau. Et moi, je suis... Enfin, ce jour-là, j'ai rencontré d'autres victimes, et notamment Mademoiselle Marie, qui peu après s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait pas porter plainte. Ce jour-là, j'ai trouvé un nouveau sens à ma vie, c'est-à-dire que j'ai décidé de me battre pour que mon histoire ne serve pas à rien, pour lui donner un sens, pour que le peu que je puisse faire profite aux enfants qui aujourd'hui ou demain subiront cela. Enfin, aujourd'hui, j'en suis où j'en suis, grâce à mon fils, bien sûr, à l'amour maternel, et grâce à mon mari, grâce à la famille que j'ai pu construire, à ma famille. Elle est toute petite, ma famille, mais c'est du béton. Grâce à mon combat, parce que je me dis que si je peux être utile, eh bien, ça vaut peut-être le coup de rester sur cette terre. Voilà, c'est ça qui m'anime.